But do you want to go? Monsieur le Président. Avant d'entreprendre ma réponse au discours du trône, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de ma circonscription de Kent-Nord et de remercier les personnes qui ont grandement influencé le fait que j'ai aujourd'hui l'honneur d'être ici à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Je veux d'abord et avant tout remercier sincèrement les citoyens et citoyennes de Kent-Nord de m'avoir accordé leur confiance le 24 septembre dernier. Kent-Nord est véritablement un joyau de notre province. Elle incarne à la fois la diversité culturelle sur laquelle notre contrat social est basé et une région rurale dynamique et pittoresque ayant un potentiel de développement territorial sous-estimé. I want to sincerely thank the people of Kent North for the mandate that they have given me to honor them as representative in this legislative assembly. Our biggest strength in Kent North is without any doubt our cultural diversity. A meeting place for the Mi'kmaq people, the English-speaking New Brunswicker from Irish, Scottish, German, British, or other descent, newcomers from the Philippines or from Mexico, and the Acadians. Ce qui caractérise la circonscription de Kent Nord est son monde. Les différentes communautés qui la composent, les différents peuples. C'est pour ça qu'en anglais, je dis « the different peoples » avec un S. Vous voyez, Monsieur le Président, au lieu de toujours parler du peuple néo-brunswickois, on devrait reconnaître que nous sommes différents, que tous et chacun ont des spécificités et que c'est correct, et que nous pouvons vivre ensemble. Si des montées de populisme, ici et ailleurs, peuvent surgir, c'est qu'on a cette conception que tout le monde doit être pareil, que les différences font peur. Je suis Acadien, vivant au Nouveau-Brunswick. Ma culture n'est pas néo-brunswickoise, elle est acadienne. Je parle français, pas le bilingue, malgré que je suis bilingue. Le bilinguisme est la capacité de parler deux langues. Ce n'est pas une culture, c'est une compétence que tout le monde devrait avoir le droit d'apprendre. Ma culture est acadienne et donc différente de certains de mes concitoyens, et c'est correct. Je peux tout de même représenter ces gens, interagir avec eux, chercher à les comprendre, parce que nous avons aussi beaucoup en commun, comme vivre en ruralité, être parent, s'éduquer, s'épanouir et j'en passe. Mr. Speaker, where I want to get at is that Kent North is a riding with great peoples, different communities that stand up together in solidarity when it's time. I'm sure the Conservatives remember the Shell gas protests, or maybe the Liberals remember the September 24th results. Hey, we have our problems, but we talk them out. One thing that is clear is Kent North is the mutual respect that is growing between all communities. And I truly believe that it is because we as peoples have come to accept that we are different, sometimes have specific needs, sometimes have the same needs. J'ai toujours cru dans la force et l'intelligence des gens de Kent Nord. Dieu monde vaillant par chez nous. As you may know, Kent North is on unsurrendered Mi'kmaq territory and home of the largest Mi'kmaq community in New Brunswick, Elsipogtog, which means River of Fire, and also home to the smaller Mi'kmaq community of Indian Island. It is Mi'kmaq Algimu, baptized Michael Augustine, that signed the Peace and Friendship Treaty with the British in 1761, in which the Mi'kmaq did not cede nor give up land titles and many other rights. We all have the shared responsibility, Mr. Speaker, to uphold what was signed by Mi'kmaq Algimu. Mr. Speaker, I will never be able to understand what First Nations have went through. I will never be able to say that I feel what they have felt or that I completely understand the scars that have been left. But I do pledge that I will have the courage to ask questions to further my understanding. It is our responsibility to honor our treaties, to help repair the past, and to sincerely look forward in how we can build meaningful relationships with the First Nations so that they can decide of their own future. Being Acadian, I sure realize the importance that language plays in culture. Jean-Marie Nadeau once said that Acadie without French is like fricot without savory. Just doesn't make any sense.
We have to act now to help preserve Indigenous language and cultures in New Brunswick. Il y a des communautés acadiennes qui longent la côte de Richibouctou Village, Cap-Lumière, à Pointe-Sapin, en passant par Richibouctou, l'Aldouenne, Saint-Louis, le Cap et Couchibouquac. Des villages de pêcheurs et de bons vivants à l'âme solidaire qui ont su surmonter des défis et qui ont célébré des victoires. Aussi dans Kent-Nord, then there's the communities of upriver. And by gosh, they are beautiful rivers. The rolling hills, the farms, the tight-knit community events, the magnificent farmers market, the region that brought us Country Liberty brand, rural proud people, and I would add rural strong. And then there's Rexton in my riding, a very beautiful English town with its culture and its architecture of its own. I love going to Rexton and feeling that people there are proud and have their community at heart. A very open community that showcases the greatness of our region. Puis finalement, il y a l'intérieur des terres, Saint-Charles et Saint-Ignace, ces villages de bons vivants, amoureux de nature, de chasseux, de pêcheux, puis de gens vaillants. À la limite nord-ouest, il y a la petite île d'Acadiville, Rogersville. Bien sûr, ce n'est pas une île, mais on retrouve la solidarité insulaire, du monde qui se tient ensemble, qui s'implique dans la communauté pour le bien commun. Now, all these communities, as beautiful as they are, face great challenges. High unemployment rates, a median income of $23,000, an aging population, to name a few. But like I have just said, we have the environment, the fields, the forests, the river, the sea, and the peoples to roll up their sleeves and get her done. But to get at her, governments have to stop forgetting we exist. That rural New Brunswick is there and is a great part of what we are in this province. Maintenant, comme vous le savez, une élection ne se gagne pas seule. Je veux d'abord remercier mon épouse, Rebecca, une paysanne d'en haut de la Ridge, qui sans elle, je n'aurais pu imaginer des résultats semblables le 24 septembre. Non seulement elle avait été candidate en 2014 et est arrivée deuxième, me laissant une bonne base à bâtir dessus, elle est aussi la personne qui me demande les questions difficiles, qui fait évoluer mes pensées et qui me fait réfléchir. Elle est la personne qui assure que les bottines suivent les babines, que les paroles passent aux actes, que les idées deviennent réalité. Je veux aussi remercier mon fils de 2 ans et demi, Hugo, qui est la raison première de vouloir assurer un avenir durable à la province et au monde entier. Vers la fin de la campagne, un soir, en revenant du porte-à-porte, j'ai appelé Rebecca pour savoir si elle avait déjà couché Hugo. Me répondant non, j'ai dit que j'étais près de la maison et que je m'en occuperais. Après avoir fait la routine, brossé les dents, lit 2 livres, fait une colle en sandwich avec papa et maman, Hugo se couche la tête sur son oreiller et me demande « Papa, où étais-tu? » J'ai répondu que je faisais du porte-à-porte. Il répond « À cause. » Sans hésitation, j'ai répondu que papa essayait simplement de changer le monde. Après une courte pause, il me dit « Papa, moi aussi je veux changer le monde avec toi. » Ce petit moment en famille est sans aucun doute le plein d'énergie que j'avais besoin pour finir la campagne en force. Je veux remercier mes parents qui ont toujours su me soutenir dans mes innombrables projets, même quand je me mettais dans le trouble. André, mon père, membre retiré de la Gendarmerie royale du Canada, un père strict avec le plus grand cœur du monde. Un homme intègre qui a inculqué chez moi la fierté du travail bien fait et l'altruisme. Ma mère, Nancy, une infirmière syndicaliste qui a toujours mis les intérêts des autres avant les siennes. D'abord, celle de ses frères et sœurs en grandissant dans un milieu défavorisé avec une mère monoparentale. Ensuite, ceux de ses 4 garçons. Et maintenant, en s'impliquant dans des causes de justice sociale, telles l'équité salariale et la lutte contre la pauvreté. Ma belle famille, ma belle-mère Harley, mon beau-père Jean-Eudes, mon beau-frère Patrice, pour leur soutien à la famille, à Rebecca et à Hugo, et pour les valeurs familiales et communautaires qu'ils véhiculent. Je ne peux pas passer à côté de remercier mes partenaires à la coopérative Ferme-Terre Partagée, dont Jean-Eudes, mon beau-père, et Rebecca, mon épouse, font partie, mais aussi Pierre-Olivier, ce paysan et ami du Québec venu s'installer à la Ridge par son amour de la terre, de la coopération et de la paysannerie.
Si j'ai pu offrir de servir les gens de Kent-Nord, c'est qu'eux continueront ce projet de ferme coopérative et de développement rural. Un remerciement très spécial que je dois faire est à Marilyn Gauvreau, ma gérante de campagne. Étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Moncton, avec aucune expérience en politique active. Marilyn a sauté dans son rôle comme si elle avait toujours fait ça, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Sans elle, ça leur été pas mal impossible de gagner. Il y a aussi tous les bénévoles qui ont travaillé sur ma campagne. Je ne les nommerai pas toutes par peur d'en oublier un ou une, mais ces citoyens concernés par des enjeux communs qui se reconnaissent et qui rêvaient d'un changement de cap. Et changement de cap, ils l'ont eu. Finalement, je veux prendre le temps de remercier Bertrand Leblanc, député sortant de Kent-Nord pour ses 8 ans de service. M. Leblanc a su mettre la partisanerie de côté et de me rencontrer suite à l'élection pour me transférer les dossiers importants pour notre circonscription. J'aimerais aussi remercier Rosemée Poirier, aujourd'hui sénatrice et ancienne députée de Rogersville-Couchibouquoc, que depuis mon élection m'a aussi offert beaucoup de soutien. Maintenant, pour ma réponse au discours du trône. Lorsque j'ai lu le discours du trône ou imaginé un discours du trône conservateur, je ne peux que penser à une citation du philosophe Alain Deneau. Un auteur dont j'urge les parties majeures de lire ses écrits. Sur la 4e de couverture de son livre « La médiocratie », M. Deneau dit « Rangez ces ouvrages compliqués. Les livres comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fiers, ni spirituels, ni même à l'aise. Vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions. Elles font peur. Surtout, aucune bonne idée. La déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le et décontractez vos lèvres. Il faut penser mou et le montrer. Parlez de son moi en le réduisant à peu de choses. On doit pouvoir vous casser. Les temps ont changé. Il n'y a eu aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l'incendie du Reichstag, et l'aurore n'a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant, l'assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès. Les médiocres ont pris le pouvoir. Peu importe que ce soit les libéraux ou les conservateurs, deux partis qui se ressemblent et qui se partagent le pouvoir depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Peu importe qui prend le pouvoir, une chose est certaine, les médiocres seront au pouvoir. Mais restez assurés, au moins il y aura le Parti vert pour élever le débat. Assurer un plan d'action positif pour la province et éviter les décisions qui mettront en péril notre avenir. Ce que nous avons vécu au Nouveau-Brunswick le 24 septembre est rien de moins qu'une révolution politique. La politique au Nouveau-Brunswick ne sera plus jamais pareille. The Old Boys Club days of politics in New Brunswick is coming to an end. We have two main parties that have to sincerely rethink the way they operate from the inside. I believe in change. I believe that people can change. I think that systems can change. But I am down to earth enough to realize that nothing can change overnight. Ce qui manque au Nouveau-Brunswick est une vision. Une vision à long terme qui va au-delà de la prochaine élection. Ce qui manque au Nouveau-Brunswick est qu'on fasse confiance aux gens qui composent le Nouveau-Brunswick. Qu'on écoute les gens sur le terrain. Qui mieux pour régler les problèmes dans les foyers de soins que les gens qui travaillent dans les foyers de soins? Qui mieux pour régler les problèmes d'ambulance Nouveau-Brunswick que les ambulanciers? Qui mieux pour faire du développement rural que les gens qui choisissent de vivre en région rurale et d'y travailler? Qui mieux pour repenser le rôle de nos municipalités que les élus municipaux et les citoyens et citoyennes qui y vivent? I realize that there is a huge disconnect between what happens in this house and what happens in our communities. During the campaign, I went volunteering in senior homes. I went fishing with a lobster and fishermen in Pointe-Sapin. People told me I was kind of crazy because losing a whole day with 3 people on a boat during an election campaign is maybe not the best strategy. But that wasn't the fact. The fact
was that I wanted to understand the reality. Does this make me an expert on those subjects? Absolutely not. But it does act like a reality check to better understand the challenges that these people face. Sometimes I think we should have a provincial Bring Your MLA to Work Day. Really? We maybe already do. Perfect. Not a political visit to shake hands and to kiss babies, but an actual work day, where every MLA would go and live a day in the boots of one of our fellow citizens. On a side note, I appreciated the opposition leader's response to the throne speech and his willingness to get to work and change the way the legislature works. But please, the citizens of New Brunswick are not customers. They are citizens. Citizens that could take any one of our places. That they could even be the next premier, an MLA. They could work on communities, be involved in our communities. Nous ne sommes pas des clients, mais des citoyens. Des citoyens qui, comme nous, devraient travailler pour le bien commun. De retour à une vision long terme pour le Nouveau-Brunswick. Une des choses qui me désole le plus est lorsque je rencontre des gens qui me disent qu'au Nouveau-Brunswick, nous sommes toujours 10 ans en retard. Pour une fois, Monsieur le Président, pour une fois, est-ce qu'on pourrait viser à être 10 ans en avance? Au niveau de l'environnement, bien sûr qu'on a tous des voitures et qu'on émet tous des gaz à effet de serre avec nos trains de vent, nos trains de vie effrénés. Mais pour arriver à un monde durable, il faut qu'on ait une vision. Un monde où les énergies renouvelables, comme le solaire, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne ou l'énergie marémotrice devraient être les seuls investissements faits dorénavant. Il est temps qu'on se dote d'une réelle politique sur les changements climatiques et qu'on se donne des objectifs réalistes pour les atteindre. Le temps des dinosaures est révolu. Il est temps qu'on commence sérieusement à penser aux générations futures, pas en parole, c'est trop facile ça, mais en actes. Monsieur le Président, pourquoi toujours être à la merci des autres? Le premier ministre, en parlant des glyphosates, a dit que si Santé Canada interdisait l'herbicide, qu'il agirait, le temps venu. Pourquoi toujours vouloir être 10 ans en arrière? Monsieur le Président, pourquoi ne pas agir aujourd'hui pour le bien des citoyens? L'agenda néolibéral des deux partis qui se sont partagés le pouvoir les derniers 100 ans ont fait bien du mal à notre bien commun. Je pense entre autres aux privatisations. Il faut dès lors arrêter de donner au privé nos services essentiels comme l'extramural, Ambulance Nouveau-Brunswick ou nos foyers. Encore, Monsieur le Président, il faut faire confiance à notre monde. J'allais dire comme Yvon Godin, confiance. Nos fonctionnaires, nos élus sur les conseils d'administration de Vitalité ou d'Horizon, nos communautés qui demandent de gérer nos biens publics pour le bien commun. J'explique souvent cet agenda néolibéral aux gens en évoquant ce que j'appelle l'analogie du tapis roulant. La croissance dont les gens parlent dans cette chambre, la croissance dont parlent les libéraux et les conservateurs, est un tapis roulant qui ne cesse de rouler de plus en plus vite, comme si le bouton qui contrôle la vitesse était brisé par des égos enflés et des intérêts personnels trop présents. Croissance, 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 boum! On se plante la face à terre. Que ce soit une catastrophe sociale, que ce soit une catastrophe environnementale ou une récession économique. Or, ce dont le Nouveau-Brunswick a besoin est d'un développement. Un développement est par définition solidaire et durable de nature. Je parle ici d'un développement multisectoriel et horizontal. Un développement multisectoriel, c'est-à-dire, on ne peut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Horizontal, au lieu de comme ça, où il y en a qui sont sur le top, il y en a qui sont sur le bas. En termes de développement économique, depuis trop longtemps au Nouveau-Brunswick, on choisit de donner et perdre de l'argent à des grosses entreprises qui nous promettent la lune. Or, un vrai développement passe par nos petites et moyennes entreprises. During the campaign, I had the chance to visit a little business in Bass River Point. Main Stage Cases.
3 guys in a garage that are making travel cases for traveling musicians to protect guitar, mandolins, banjos. They even sold the case to Chris Hadfield, the astronaut guy. While I was there, it really hit me. Helping these young entrepreneurs, creating 1 or 2 extra jobs in Bass River Point, it's like announcing 1,000 jobs in Moncton. It's a question of perspective. Sure, it won't make the front page of the provincial news paper. But is that what we make these decisions for? For political gain and media attention? Or is it to better our communities, our rural economies in a long-lasting way? La même chose en agriculture. Nos gouvernements successifs ont toujours préféré faire confiance aux gros producteurs industriels, en demandant aux petites fermes paysannes qui, en passant, selon l'ONU, nourrissent la planète. Hein, c'est une méconception que les grosses fermes industrielles nourrissent la planète. C'est pas vrai, c'est les petits paysans de petites fermes qui nourrissent la planète. Ils demandent aux fermiers de rencontrer des normes industrielles qui ne tiennent pas compte de l'aspect de vente directe et de l'économie de proximité. En limitant les hors-quotas à des chiffres qui ne reflètent pas la réalité des marchés locaux. Je m'explique. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, on ne peut que produire 199 poules sans quota. Essayez de monter un plan d'affaires pour un jeune fermier ou une jeune fermière avec 199 poules. Inclus dans ce plan d'affaires-là, il n'y a personne qui va te prêter de l'argent. Le minimum de quotas que tu peux acheter, c'est 10 000 poules. C'est tout un saut. Je veux mettre une chose au clair. Je suis à 100% pour la gestion de l'offre. Elle a été nécessaire, elle l'est encore et elle sera toujours. Mais il faut qu'on se projette dans l'avenir. 10 ans en avant, pour s'assurer que les petites fermes puissent survivre, avec une clientèle de plus en plus consciente de ce qu'ils mangent. We have let the agricultural web of our rural communities erode. It is a lot harder to survive as a lone farmer in a rural community than when you have other farmers to collaborate with, to share equipment, knowledge, infrastructure. As you know, I'm a farmer, and I farm in Rogersville, and there's a time not so long ago there used to be about 40 farmers in the region. Not that long ago, because my father-in-law could still talk to us about it. And I think today we're 3. The past government had a great chance to put New Brunswick in the forefront of a new way of agriculture, in supporting family farms. They reinstated it, a part of it, in their throne speech. And some of you may know I was kicked out of this assembly in the Tribune. And it was exactly on that law, where I had spoke, Mr. Speaker, to some MLAs that had told me that it was a great project, that you know, there was great stuff in it. And I'm hearing that again now. But they voted it down back then. What changed? So you guys had this chance to put New Brunswick agriculture in the forefront, but instead launched a t-shirt with a logo on it. And that logo can't even be used by farmers themselves. We tried, and we got refused using the logo for a product that had 99.9% New Brunswick products in it. The only thing that wasn't was lime juice. Yeah. As a farmer, you do not know how insulting it is to go into an agricultural minister meeting and be served products from everywhere except New Brunswick. We can maybe start by our own things here. We need clear objective to support local farms. Everyone eats 3 times a day, including kids in schools, patients in hospitals, government meetings or functions in community colleges.
Quand on règle de façon multifonctionnelle l'apport de l'agriculture, quand on regarde de façon multifonctionnelle l'apport de l'agriculture dans nos régions rurales, on s'aperçoit rapidement l'effet multiplicateur que les fermes apportent au tourisme, au patrimoine architecturaux, à la fibre communautaire et à cette notion du terroir local. En parlant de fibre communautaire, qui mieux pour développer nos communautés que les gens qui y habitent? Il est temps pour le Nouveau-Brunswick de finir le legs du Petit Louis et de redonner du pouvoir aux municipalités, aux communautés rurales et aux DSL. Plusieurs analystes, plusieurs conversations que j'ai eues avec des proches ou des gens qui ont travaillé de proche avec le Petit Louis. Petit Louis avait rapatrié beaucoup des services au gouvernement, centralisés, pour qu'il y ait une meilleure redistribution. Mais son intention n'a jamais été de garder ça ici à Fredericton complètement. Mais c'est ce qui est arrivé. Je comprends que les gens au Nouveau-Brunswick qui aiment garder le pouvoir très près d'eux au Nouveau-Brunswick. Très près de Fredericton et très près de certains bureaux exécutifs. Mais le temps est venu de partager ce pouvoir. Le temps pour la pleine municipalisation est venu. Pas la forcer, mais la rendre possible et attrayante pour tous. J'ai toujours dit que les gouvernements locaux est la forme de gouvernement la plus près des gens, celle qui pourra avoir l'influence la plus significative sur l'avenir de nos communautés. Il est temps qu'on mette de côté nos craintes politiques et d'agir dans le meilleur intérêt des gens, avec une vision à long terme et les actions qui s'ensuivent. Monsieur le Président, quand je parle de ce qui me passionne et surtout de ce qui passionne les gens de par chez nous, je pourrais vous parler pour des heures. Je pourrais vous parler de réforme démocratique. Nous pourrions être la première, ou une des premières du moins, à mettre notre système démocratique, inchangé depuis plus de 150 ans, à jour, pour le bien de notre province. Nous pourrions être la première province à emboîter le pas pour des actions concrètes pour faire face au changement climatique. We could revolutionize our Forest Act so that our forests could be managed by our communities and First Nations instead of profit-making corporations. The list could go on. Donc, Monsieur le Président, venez pas me dire qu'en 2018, on n'a pas les moyens de voir grand, de voir loin. C'est faire honte aux bâtisseurs d'hier et c'est abandonner les architectes de demain. Monsieur le Président, l'audace prend tout son sens lorsqu'elle était armée d'une mission. L'audace passe par s'attaquer aux plus grands défis qui guettent l'humanité, les changements climatiques. L'audace passe aussi par se donner de véritables projets de société. C'est le temps de bâtir, et ça va en prendre des bras et des têtes. Merci, Monsieur le Président.